Quand j'ai commencé à travailler sur le corps, en fait, c'était il y a bien longtemps, et j'étais un jeune homme très très mal dans sa peau, hein. Donc déjà, on est dans une métaphore corporelle, et donc j'essayais de comprendre quelle est cette énigme qui nous relie finalement à un corps, à un visage, et je pensais que le meilleur chemin pour cela, c'était l'anthropologie, hein. C'était la sociologie et l'anthropologie. Donc à l'époque, j'ai demandé à mon directeur de thèse, qui était Jean Duvigneau, s'il acceptait que je fasse une thèse autour de l'anthropologie du corps et de ce que j'ai appelé à l'époque la domination. Hein, on est à la fin des années 70, et donc il y a à l'époque des débats très forts entre les marxistes d'un côté, qui pensent que le pouvoir est le monopole de l'État, avec les appareils idéologiques d'État, autour de philosophes comme Althusser, et puis de l'autre côté, il y a Michel Foucault, qui lui voyait à l'inverse le pouvoir absolument partout, dans toutes les relations enfin humaines, voilà. Et je me disais, c'est sans doute un peu plus compliqué que ça, enfin en tous les cas, à l'époque, en tous les cas, et j'essayais de me frayer un chemin en étudiant trois populations qui, pour moi, étaient l'objet d'une domination. Il y avait les femmes, évidemment. C'est l'émergence à l'époque des premiers écrits majeurs de Simone de Beauvoir en la matière. C'est le moment, peu de temps, c'est à peu près à l'époque où elle publie le deuxième sexe, et où elle commence à être très médiatisée, et où émerge un féminisme beaucoup plus offensif qu'il ne l'était auparavant. Mais c'est aussi pour moi, qui suis un grand lecteur, c'est l'émergence d'une littérature féminine, entre guillemets, avec des auteurs comme Annie Leclerc, comme Hélène Sixous. En amont, évidemment, on pourrait chercher Virginia Woolf, voir un petit peu Marguerite Duras, quoi, qu'elles sont un peu à l'écart, mais sauf dans Hiroshima mon amour par exemple. Mais en tous les cas, il y avait un certain nombre de textes de femmes qui me passionnaient parce qu'il y avait une désarticulation de la langue. C'était des femmes qui parlaient de leurs règles, par exemple. Il y a des pages splendides de Annie Leclerc sur ses règles, ce qui restait absolument impensable évidemment dans une littérature bien pensante, très morale, et puis essentielle, dominée quand même par les hommes. Donc tout ça me passionnait. C'était l'émergence d'un autre rapport au corps, mais d'un rapport au corps qui quand même subissait une certaine forme de domination. Une deuxième population qui m'intéressait était les personnes psychiatrisées. Hein, les personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques. À l'époque, il faut rappeler que c'était une époque, c'était une époque très offensive à l'encontre d'une psychiatrie qui nous paraissait très autoritaire, très agressive, et qui répondait tout à fait d'ailleurs aux analyses de Michel Foucault à l'époque. C'est vraiment une espèce de police des familles à l'encontre d'hommes ou de femmes qui posaient des petits problèmes d'ordre social, mais qui n'étaient absolument pas du tout dangereux pour eux-mêmes. Donc je me souviens d'ailleurs à l'époque, quand j'étais étudiant, de manifestations à Tours, où j'ai fait ma thèse de doctorat. Je me souviens de manifestations que nous avions menées contre des internements qui nous paraissaient arbitraires, notamment de jeunes militants ou autres qui se retrouvaient en psychiatrie. Voilà. Donc et puis j'étais un grand lecteur d'Antonin Artaud, donc je voulais comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette violence psychiatrique, mais qu'est-ce qui fait aussi en amont que des hommes ou des femmes sont voués à cette forme de violence, hein, de remise en ordre, de remise à l'ordre social, politique, etc. Et puis une troisième population m'intéressait énormément, c'était celle des personnes dites handicapées. C'est une époque évidemment où il n'y avait aucune forme d'accessibilité. C'est un grand combat aujourd'hui des personnes handicapées, mais à l'époque c'était impossible pour ces personnes d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, et même de se balader dans les rues de Tours, parce qu'il y avait des tas de trottoirs quand même assez élevés. Voilà, ce qui fait qu'on ne croisait quasiment jamais des personnes en fauteuil, ou même des personnes avec des cannes, enfin des aveugles. Voilà, et là évidemment il y avait une domination sociale qui était pas une domination politique au sens strict, il n'y avait aucune volonté de nuire à cette population, mais il n'empêche que c'était une population qui était rendue mineure en quelque sorte, et qui n'avait plus une libre jouissance de son existence. Voilà, donc dans mes thèses de troisième cycle, j'ai essayé de comprendre tout cela, mais c'était aussi au-delà pour moi une manière de mieux comprendre mon rapport physique au monde, pourquoi je me sentais si mal dans ma peau et autres. Bien sûr, plus tard, ça va m'amener à beaucoup travailler sur les conduites à risque des jeunes, sur les souffrances adolescentes, hein, que j'avais traversées moi-même.
Voilà, mais évidemment, ma thèse n'était qu'une première étape. Il faut rappeler aussi, peut-être à l'époque, que ce n'était pas du tout un thème valorisé. C'était un thème complètement insolite de travailler sur le sujet. Il y a eu un oubli. Les grands fondateurs de la sociologie et de l'anthropologie en France, comme Marcel Mauss par exemple, ou d'autres plus anciens comme Roger Bastide, avaient écrit des textes formidables autour du corps. En Allemagne, Georges Simmel, les Américains, l'école de Chicago avaient quand même pas mal travaillé sur le corps. La sociologie française de l'époque, pour elle, le corps c'était de l'organisme, il n'y avait rien à en dire, c'était pas du tout un sujet intéressant, etc. Bon. Donc j'ai quand même persisté en quelque sorte, j'ai été très tenace, et puis j'ai commencé par la suite à écrire mes premiers articles, mes premiers livres, et puis vous voyez, bien longtemps après, je suis toujours dedans. Je n'ai jamais abordé frontalement ces questions de beauté ou de laideur. Elles venaient en cours de route, en quelque sorte, dans un processus de compréhension de notre rapport physique au monde. Les premières fois où j'ai travaillé sur le sujet, je crois que c'était dans la première édition de mon livre sur le visage. Donc la première édition, c'est 92-93, dans ces années-là. Et à l'époque, évidemment, travaillant sur le visage, j'étais un peu contraint de me poser la question de la beauté, de la laideur, sous l'égide évidemment de la séduction. Qu'est-ce qui fait la séduction d'un visage? Pourquoi un certain nombre d'acteurs ou d'actrices, par exemple, sont-ils vénérés pour leur beauté, d'autres cantonnés à des rôles de malfrats du fait de leur visage, etc. Et à ce moment-là, évidemment, j'analysais la beauté et la laideur comme encore aujourd'hui, comme de simples jugements de valeur. Ce qui est beau dans une société peut être perçu comme abominablement laid dans une autre, et inversement. Dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire de la photographie, dans l'histoire de l'art généralement, il y a évidemment une valorisation plutôt de la beauté que de la laideur. Et puis la laideur, évidemment, c'est la mauvaise part de la condition humaine. Ce sont des hommes ou des femmes qui sont un peu rejetés, un peu mis à l'écart. On retrouve ça aussi d'ailleurs dans les physiognomonies, c'est-à-dire les typologies physiques du visage qui associent un caractère à la forme d'un nez, d'un menton, des yeux, etc. Donc pour des personnages aussi sinistres que l'Avatar, par exemple, la laideur va forcément de pair avec le mal. Ce sont des gens, les gens laids sont des gens pervers par définition, alors que les gens beaux ne peuvent être que bons. Donc on retrouve ce stéréotype qui est présent d'ailleurs de façon encore fulgurante dans nos sociétés occidentales contemporaines. On sait que des personnes étiquetées comme belles, entre guillemets, ont beaucoup plus de chances de trouver un boulot que des personnes qui sont étiquetées comme laides, entre guillemets, ou en tous les cas manquant de séduction. Donc là on est dans des stéréotypes qui sont absolument redoutables, pervers, dangereux, mais qui fonctionnent à l'intérieur du lien social et qui font que certaines personnes donc, sont avantagées par rapport à d'autres selon des critères qui sont propres à nos sociétés d'aujourd'hui, qui ne fonctionneraient pas du tout, qui n'auraient pas fonctionné il y a un siècle, qui fonctionneront sans doute pas dans un siècle, et puis qui ne fonctionnent pas forcément dans d'autres sociétés humaines que les nôtres. Jusque dans les années, fin des années 80, début des années 90, le tatouage est plutôt populaire, masculin, péjoratif, signe de rébellion, de dissidence, etc. Et dans la société, dans le mainstream de la société, les personnes tatouées étaient des personnes évidemment rejetées. Qu'est-ce qui se passe à partir des années 90? C'est un renversement radical de la valeur et de justement l'attribution de beauté ou de laideur associée au tatouage. Puisque désormais, finalement, le tatouage est devenu un signe d'intégration sociale, voire même un signe de conformisme social, puisqu'on va arriver bientôt à un moment où il y aura davantage de Français tatoués que de Français qui ne le sont pas. On avance tout doucement vers là, puis on va dépasser, à mon avis, dans pas longtemps, une très grosse majorité de Français seront par exemple tatoués. Et voilà. Donc là, il y a un renversement radical de ce qui était associé à la laideur autrefois, et que j'ai souvent entendu dans les conférences que j'ai pu donner, quand les gens posent des questions, et parfois ils vous disent mais le tatouage c'est quand même laid, ça abîme le corps, etc., etc. Donc des jugements de valeur évidemment. Je réplique que non, évidemment, tout ça c'est une question de jugement de valeur et qu'on ne discute pas là-dessus. Je me rappelle de parents qui étaient venus me voir après une conférence en me disant notre fils s'est tatoué je ne sais pas quoi, c'est horrible, c'est laid.
Je dis, mais comment pouvez-vous dire que votre fils a trouvé que c'était magnifique? Vous n'êtes pas dans sa peau. C'est lui qui peut décider si quelque chose est laid ou beau. Si on croise quelqu'un, par exemple, pendant l'été, qui est torse nu avec un pitbull dessiné sur son ventre, peut-être qu'on aura tendance à dire, oh là, ce gars-là, il n'est pas très fréquentable, il aurait pu avoir un choix meilleur. Mais pour lui, qui est un amoureux passionné des pitbulls, le comble de la beauté dans le monde. Donc on ne peut pas juger de toutes ces choses-là. Vous voyez, mais là, l'exemple du tatouage est très intéressant parce que il y a eu un changement d'un regard collectif en l'espace de quelques décennies qui fait qu'aujourd'hui, c'est presque un corps nu, hein, qui n'a pas été marqué, devient presque un corps dissident. Hein, il n'y a pas ce que j'appelle des fois pour m'amuser ce fantasme de remplissage, puisqu'à un moment donné, j'étais sidéré de voir que quasiment toutes les affiches de pubs qu'on voyait dans les villes ou ailleurs, c'était forcément des filles ou des hommes tatoués. Je me suis dit, mais jusqu'où il faut absolument qu'on remplisse tous ces corps, parce que s'ils ne sont pas tatoués, ils ont l'air inachevés, incomplets, etc. Je dirais que d'abord, la condition humaine implique la modification du corps, hein. Finalement, le corps est toujours matière de culture, donc dans toutes les sociétés, à travers la manière dont on va apprêter la chevelure, nudité ou vêtements, ou pagne ou je ne sais pas quoi, quelles sont d'ailleurs les parties du corps qui vont être dissimulées, celles qui vont être mises en évidence. Bon. Et puis également, il y a tout le recours aux peintures corporelles, aux tatouages, aux bijoux, aux scarifications et autres. On retrouve ça dans toutes les sociétés humaines, hein, et même quelqu'un qui ne porte aucun tatouage et qui nous dirait « mais moi, mon corps est absolument intact, innocent, etc. » Ça n'a absolument aucun sens, évidemment, parce que le corps de cette personne est modelé déjà par son apparence, par sa chevelure, parce que c'est quelqu'un qui porte une barbe, une moustache ou qui se rase tous les jours. Si c'est une fille, est-ce qu'elle est maquillée ou pas, etc. Donc, il y a d'innombrables jeux de mise en évidence du corps, mais qui sont inhérentes à la condition humaine. Donc on trouvait ça certainement il y a des centaines de milliers d'années, peut-être des millions d'années. Là, je ne prononcerai pas, je ne suis pas préhistorien, mais les premiers tatouages, par exemple, dont on dispose, remontent à, je crois, 10-15 000 ans, si ma mémoire est bonne, avec le fameux Otzi, cet homme qu'on a retrouvé dans les montagnes entre l'Autriche et l'Italie, dans le Tyrol, et qui portait un grand nombre de tatouages d'ailleurs, et dont le corps était momifié. Donc mais à mon avis, il faut remonter bien au-delà encore. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'une marque corporelle cristallise du sens ? Évidemment parce que d'abord, les formes de tatouage, les formes d'après du corps vont être modelées en fonction de valeurs qui sont propres à une société humaine, à un moment de son histoire, vont être genrées la plupart du temps. Il y a des marques pour les hommes, il y a des marques pour les femmes, vont être également très marquées par des classes d'âge. On ne va pas marquer le corps des enfants par exemple, mais au moment du rite de passage, du rite d'initiation, du passage de l'enfance à l'âge d'homme ou de femme, il y a beaucoup de sociétés qui marquent les corps des jeunes, qui deviennent à ce moment-là des hommes ou des femmes, d'emblée. Donc vous voyez, il y a toujours du sens qui renvoie au religieux, qui renvoie au cosmos, qui renvoie au rapport aux animaux, qui renvoie au rapport à la forêt, qui renvoie au rapport au clan, à votre filiation, et puis même... et ça vaut également pour nos propres sociétés. Quand quelqu'un se fait un tatouage, même si c'est un dauphin sur l'épaule, ce dauphin, donc un tatouage vraiment à minima, la personne qui a ce dauphin sur l'épaule vous expliquera qu'elle adore les dauphins, qu'elle a vu des dauphins au Québec ou je ne sais où, et que ça est resté un souvenir formidable pour elle, donc elle a voulu commémorer non seulement ce moment-là, mais célébrer aussi l'intelligence des dauphins, la beauté de la mer, la beauté de l'animal, etc., etc. Donc même là, à minima, si je puis dire, vous avez du sens, et dans tous les tatouages de nos sociétés, les tatouages peut-être des élèves de votre classe, il y a des significations qui sont associées à ces tatouages. Si vous les interrogez, ils vont vous dire « j'ai fait ce tatouage en hommage à mon père, ou à ma mère, ou à ma copine, ou parce que j'ai fait un voyage formidable dans tel endroit, ou parce que j'ai perdu un ami ». Il y a plein de significations. Bon. Même une cicatrice. Vous voyez, une cicatrice, elle n'a pas été délibérée, en principe d'ailleurs.
peut faire des cicatrices esthétiques dans des boutiques, notamment aux États-Unis, ou un peu clandestinement en France. Mais en principe, les personnes qui modifient les corps dans les ateliers n'ont pas le droit à ça, parce que c'est considéré comme de la mutilation. Mais les cicatrices qu'on se fait, par exemple, on est un enfant, on chute de son vélo, on a une plaie sur le genou, comme beaucoup d'entre nous, etc. Cette cicatrice, elle a du sens, évidemment, parce qu'à chaque fois, même 20 ans, 30 ans, 50 ans après, vous regarderez cette cicatrice et vous vous rappellerez du moment où vous avez chuté, ou du moment où vous avez failli avoir un accident vraiment très très sérieux, mais heureusement, ça s'est révélé quelques cicatrices simplement. Ça aussi, c'est du sens. C'est-à-dire, ça renvoie donc à des valeurs, ça renvoie à des moments dans la vie, et puis à un discours, à un récit que la personne peut tenir sur cette marque corporelle, qui peut être volontaire ou bien involontaire, comme une cicatrice, une trace de brûlure, ou des choses comme ça. Parce que la beauté de l'un donc n'est pas la beauté de l'autre. Donc si vous me dites, je trouve que je sais pas, cette femme est merveilleusement belle, moi je peux vous dire, bon, elle me paraît bien terne, bien banale, elle est vraiment très formatée dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Donc on aura un débat, même pour des choses extrêmement simples. On a eu l'objectivité en quelque sorte d'une personne, d'un visage, et puis finalement des appréciations extrêmement différentes. Et peut-être que pour ma part, cette femme me renvoie à des histoires dans ma vie qui n'ont pas été très agréables, et je trouve que des gens qui lui ressemblent ne sont pas très, très intéressants. Vous, c'est le contraire, vous avez peut-être été ébloui par cette femme qui vous rappelle, je sais pas, votre mère, votre sœur, ou des amoureuses, je ne sais pas quoi. Et donc à chaque fois, on va projeter des significations propres pour dire c'est beau ou c'est laid ou c'est banal, mais c'est toujours subjectif, toujours intime. La beauté, c'est ce qui nous arrête, hein. Ce qui fait on a un recul, et intérieurement ou de façon très physique, on se dit, bon sang, que cette personne est belle, ou que ce paysage est vraiment sublime. Et donc peut-être on va s'arrêter, si on marche dans la forêt, puis qu'on est confronté comme ça à une colline avec une lumière extraordinaire, on va s'arrêter, on va avoir les yeux écarquillés, on va dire que on va penser que c'est beau. Et peut-être on est tout seul, dans ce cas-là on va rien dire, peut-être avec quelqu'un on va avoir un échange de regards pour se dire, on est en train de partager un moment vraiment de grâce en quelque sorte. Pour moi la beauté c'est ce qui nous arrête, et qui fait que quelque chose se fixe dans notre regard. J'ai défini d'ailleurs, vous voyez, la beauté sur un plan visuel, hein, mais finalement la beauté c'est aussi une notion qui renvoie davantage au visuel. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est d'interroger aussi des personnes aveugles sur leur sens de la beauté, qui va passer par d'autres sensorialités, évidemment peut-être par l'odorat, par le toucher, par des choses comme ça. Mais bon, nous autres, on est plutôt habitués dans une société qui valorise fondamentalement la vue, une société du look, de l'image, etc., on va plutôt attribuer à la beauté des critères visuels. La laideur, c'est plutôt au contraire ce qui fait qu'on a envie de détourner les yeux finalement, parce que l'image qui nous est offerte n'est vraiment pas très aguichante. C'est l'image d'un champ de détritus en plein milieu de la nature, ou même simplement des bouteilles abandonnées sur le sentier. Là, ça vous saute, si vous êtes marcheur, ça vous saute aux yeux comme une forme de violation de la nature. Et là, vous vous arrêtez avec dégoût, quoi. Donc la laideur nous renvoie plutôt à ce jugement, cette espèce de désapprobation éventuellement de la présence de quelqu'un qu'on trouve un peu indésirable, du fait de sa laideur supposée, en tous les cas dans le regard de la personne qui émet ce jugement. La laideur, pour moi, ou la beauté ne sont pas associées uniquement à l'humain, hein. Je pense qu'il y a aussi une beauté des animaux, une beauté de la mer, de la montagne, de la lumière, des paysages, de plein de choses, de la beauté de maisons, d'un jardin, d'un fruit, etc. Mais ce serait la même chose pour la laideur. Dans notre rapport au monde, on est toujours un peu dans l'ambivalence, on est toujours un peu dans la complexité des choses, dans des formes d'ambiguïté. Donc à mon avis, la beauté se donne rarement
rarement dans un absolu, la laideur rarement dans un absolu. En effet, on peut voir une personne qui nous paraît belle, et puis finalement, quand on se rapproche d'elle, on va avoir un sentiment de méfiance qui va monter. Moi, qui suis un grand cinéphile, je sens souvent ça face à certains acteurs réputés beaux, etc., que moi je trouve comme des véritables têtes à claques, et qui contribuent à me briser pour moi la valeur d'un film, parce qu'on voit que le type ou la femme a été choisi uniquement pour sa plastique, sa beauté, etc. Mais par contre, en tant que jeu du comédien, c'est absolument nul. Et on se dit, je n'aurais sûrement pas jamais rencontré dans ma vie des gens comme ça. Mais ils ont en même temps cette étiquette de beauté, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, ça revient exactement au même. Donc oui, il y a toujours un peu cette ambiguïté. Et puis on peut trouver sur un plan plus culturel facilement ce renversement des choses fulgurant. Je pense par exemple à des hommes ou à des femmes qui ont vécu des rites d'initiation dans des sociétés traditionnelles africaines. Je prends cet exemple, il y a d'autres sociétés, mais bon, c'est plus courant pour nous autres en France, par exemple, de croiser dans les rues de Paris ou de Strasbourg ou d'ailleurs des hommes ou des femmes qui ont des stries sur le visage, des stries très géométriques. Quand ces hommes ou ces femmes, tout jeunes, ont vécu leur rite d'initiation, puisque c'est à ce moment-là qu'on va scarifier leur visage, pour eux c'est un moment absolument de rêve. C'est le moment où ils accédaient enfin à une position d'homme ou de femme à part entière. Ils ont toutes les responsabilités inhérentes à leur statut. Et puis pour eux, sont des marques, pour leur communauté, évidemment, sont des marques de beauté. Puisque là, on est encore dans ces formes d'arbitraire. Ce qui est beau dans une société peut être laid dans une autre. Mais là, pour ces personnes, pour ces jeunes Africains de l'ethnie Sahara, par exemple, c'est extrêmement beau d'être... Par contre, quand ils changent de contexte, quand ils passent d'un système culturel à un autre, par exemple qu'ils se retrouvent à Dakar ou dans d'autres grandes villes africaines, ou qu'ils viennent faire leurs études à Paris, les choses changent radicalement. Parce que là, ce qui était magnifique dans leur communauté devient plutôt une marque de défiguration, carrément. Et donc, j'ai recueilli comme ça, j'en parle dans mon livre sur les visages, j'ai recueilli un certain nombre de témoignages d'hommes ou de femmes qui me disent qu'on les regarde sans arrêt, avec pitié, avec horreur, comme si c'était des sauvages, entre guillemets. Et puis, ils ont du mal, finalement, à trouver des compagnons, enfin, des amoureux ou des amoureuses, parce que, évidemment, ça fait... avoir un copain ou une copine défigurée entre guillemets dans nos sociétés, c'est pas très bon quoi. Donc ces garçons ou ces filles me disent finalement je suis obligé de sortir avec des garçons ou des filles qui sont de mon ethnie ou qui ont vécu d'autres formes de marques presque identiques, parce que sinon on est quand même beaucoup rejeté par le groupe. Oui, ce mouvement de bascule, hein, simplement, le changement de regard du public, en quelque sorte, dans lequel vivent ces hommes ou ces femmes, modifie complètement leur propre rapport, d'ailleurs, aussi aux marques. Parce qu'il est évident que si, finalement, vous faites votre carrière à Paris ou à Dakar, vous allez avoir envie de vous débarrasser absolument de ces marques sur votre visage qui deviennent des stigmates, finalement, vous voyez. Donc, ce que vous avez vécu comme merveilleusement beau à un moment donné de votre histoire, soudain vous paraît d'une laideur absolument infinie. Alors peut-être une autre anecdote là-dessus, que je crois aussi très parlante, d'un grand ethnologue des années 60-70 qui a beaucoup dénoncé l'ethnocide, c'est Robert Jolin. Robert Jolin, à l'époque, donc, travaillait justement dans l'ethnie Sahara, au Sénégal, et il avait le désir, comme beaucoup d'ethnologues, de vivre en profondeur un certain nombre des rituels de la communauté qu'il étudiait. Et il a voulu vivre un rite de passage. Donc avec les jeunes, il était plus âgé, il avait une vingtaine d'années de plus que les jeunes. Il a réussi à convaincre la communauté Sahara de se mêler au groupe des plus jeunes. Et Robert Jolin donc, va vivre toutes les épreuves qui sont infligées aux jeunes pour devenir des hommes ou des femmes. Mais à un moment donné, il y a évidemment ce fameux moment où on va scarifier le visage. Et à ce moment-là, Robert Jolin dit non, là j'arrête. Ce qui est paradoxal et une forme de tricherie d'une certaine manière. Mais il est évident que les scarifications, les scarifications dans l'ethnie Sahara ne sont absolument pas équivalentes à celles qui va toucher un prof d'université à la Sorbonne, sur le boulevard Saint-Michel, quoi. Et Robert Jolin le sait très bien. Et donc il préfère à ce moment-là renoncer.
même s'il invalide finalement une part de son expérience antérieure, il n'a pas osé aller jusqu'au bout. Les sociétés sont en proie à l'histoire, donc il est clair, à mon avis, qu'aujourd'hui, les sociétés Sarah ont supprimé ces formes de marquage du corps et transformé un peu les rites de passage en les adoucissant, etc. Parce que dans l'ethnie Sarah, je veux dire, on n'est pas univoque, c'est pas une nature, il y a aussi des hommes ou des femmes qui sont allés ailleurs, qui ont vu, qui sont revenus peut-être dans leur village, qui ont vu qu'ailleurs ils n'étaient pas très bien accueillis, donc ils sont beaucoup plus critiques par rapport à un certain nombre de rituels ou de marquages du corps propres à leur société. Donc il y a aussi du mouvement, il y a aussi des débats aujourd'hui en tous les cas dans ces sociétés-là. Ça n'aurait pas été le cas évidemment dans les années 40, 50, quand Jean Rouge par exemple fait ses très beaux films ethnologiques sur les rites funéraires ou la chasse au lion à l'arc ou autre. Là on voit qu'il y a un consensus de la communauté sur tous les éléments. C'est plus le cas du tout de l'Afrique d'aujourd'hui, évidemment, qui s'est énormément individualisée, alors que les africanistes, les grands africanistes ont travaillé sur des sociétés très communautaires, on pourrait dire des sociétés du nous-autres. Aujourd'hui, il y a un mélange dans ces communautés entre le nous-autres et le moi personnellement je, quoi, qui fait que c'est vraiment pas simple. Finalement, on est dans un effet de langage, hein. On est pensé par les mots bien davantage qu'on ne pense à travers eux. Et donc, effectivement, cette notion de beauté, déjà, nous force à nous interroger sur quelque chose qui existerait en amont, mais qui est en fait un effet de langue. Donc, évidemment, on va retrouver ça en portugais, en espagnol, en italien, en anglais, etc. Mais il y a certainement des langues dans le monde où la notion de beauté ou de laideur n'existe pas. Le problème, c'est comment on peut désoccidentaliser notre vocabulaire. C'est le travail que j'ai essayé de faire par rapport au corps, par exemple, là, en pointant qu'il y a des tas de sociétés humaines où le mot corps n'existe pas. Merleau-Ponty a bien raison de parler de la chair du monde, parce que c'est déjà beaucoup moins ambigu que de dire le corps. Comme je dis souvent, j'ai pas vu un seul corps dans ma vie, je ne vois que des hommes ou des femmes, des enfants, etc., mais pas des corps qui se promènent tout seuls, ça n'existe pas. Donc dire le corps, déjà, ça opérait une abstraction sur le monde, mais une abstraction qui évidemment est inhérente à la langue, et donc à un certain découpage du réel à travers les mots, la grammaire, etc. Il en va de même de mon point de vue de la beauté ou de la laideur. Oui, et là c'est vraiment difficile, parce que de toute façon mon regard est aussi toujours celui d'un sociologue, donc si je vois quelqu'un de défiguré marchant dans la rue, je ne vais pas me dire, mon Dieu, quelle horreur, hein. Parce que de toute façon, je sais très bien que cette personne, à l'intérieur de sa famille, n'est absolument pas perçue comme défigurée, parce même après un accident grave, très vite, après quelques jours, quelques semaines, on apprend à voir l'autre sous d'autres traits, et puis finalement, on ne perçoit plus le handicap, on ne perçoit plus la défiguration et autres. Donc ça, c'est profondément dans mon regard, ce qui fait que finalement, je crois que je ne fais jamais vraiment de jugement de valeur comme ça. Le monde s'offre à moi, peut-être plus en tant que marcheur, évidemment. Il y a des endroits dans le monde où j'aime énormément marcher à cause de la qualité de la lumière, de la présence de la mer, des collines, de la montagne, des animaux, éventuellement des singes ou autres. Là, je vais me dire c'est d'une beauté époustouflante, parce que peut-être une bande de singes sera passée entre la mer et moi alors que je suis sur le sentier. Mais sinon, dans la vie courante, sur les humains, non, la laideur, je la vois plutôt sur le plan moral, évidemment, mais là, je préfère ne pas développer, mais je pense je la vois plutôt là, quoi. La physionomie d'une personne, pour moi, n'est jamais l'objet d'un jugement, parce que j'ai trop dénoncé les physiognomonies, les morphopsychologies, ces manières de juger quelqu'un au premier regard. Ça, je sais combien c'est néfaste, nocif, donc voilà, mon regard est quand même un regard d'ouverture sur le monde et pas de jugement. D'ailleurs, je répétais toujours aux étudiants, on n'est pas là pour juger le monde, mais pour le comprendre. On doit être au-dessus de la mêlée, comme le disait très bien Max Weber, et justement laisser les acteurs se débrouiller avec les analyses qu'on fait, qui sont suffisamment pertinentes et justes pour que les acteurs se les approprient et décident d'eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Quoi, un sociologue militant, justement, qui dirait le beau et le mal, ou le bien et le mal, me paraît pas du tout à sa place, en tous les cas à l'université, comme Max Weber le pensait il y a un siècle.
Je sais pas, voilà, ce serait un beau sujet de travailler sur la beauté aujourd'hui dans nos sociétés, mais il est clair que la beauté d'un paysan cévenol n'est absolument pas celle d'un marin breton ou d'un prof de la Sorbonne ou d'ailleurs. C'est pas la même chose pour une femme ou pour un homme, c'est absolument pas la même chose pour une ado qui a 15, 18 ans et sa mère qui a 20 ou 30 ans de plus. Les critères vont considérablement variés. Donc il y a des variables sociales, spatiales, de conditions d'âge, enfin de génération, de genre. Euh, il y aurait tellement de choses. C'est vrai que ce serait pas un sujet facile que d'aborder la beauté. Et puis ce serait un peu austère à lire, hein. C'est ce que je n'ai jamais fait pour ma part dans mon travail, prendre des échantillons de tels groupes sociaux, de tel groupe social, puis les comparer, etc. Mais de toute façon, vous n'en ferez jamais le tour. Et puis même si vous interrogez 50 paysans des Cévennes, d'abord, il faudra 25 hommes, 25 femmes, mais déjà, ils ne seront pas des mêmes générations. Donc, il faudra travailler à des dizaines et des dizaines de chercheurs. Et puis, je ne vois pas l'intérêt, quoi. C'est pour ça que, par exemple, sur les conduites à risque, je n'ai jamais travaillé. Je me fous de savoir combien il y a d'anorexiques en France aujourd'hui ou de jeunes qui se scarifient. J'essaie plutôt de comprendre pourquoi et comment on devient une fille anorexique ou plus rarement un garçon anorexique encore. Il n'y a pas vraiment d'unité. Donc, finalement, il faut essayer de mêler les appartenances au pluriel d'un individu avec sa subjectivité. C'est pour ça que les histoires de vie, d'ailleurs, sont quand même assez essentielles, quoi. Et puis c'est pour ça aussi qu'il faut toujours interroger les acteurs par exemple, dans les conduites à risque, qu'est-ce qui les amène à se scarifier, qu'est-ce qui les amène de temps en temps à aller vraiment très très vite sur les routes avec leur voiture ou leur mobilette ou leur moto, etc. Plutôt que de se dire il est de telle classe sociale, on sait que là il y a 50% des jeunes qui conduisent qui enfreignent le code de la route ou autre. Moi ça m'ennuie profondément ces trucs-là, ça ne m'a jamais rien appris. Mais tout est une question de public, davantage que de normes. Je crois d'ailleurs qu'on est dans des sociétés où il n'y a plus de normes, hein, et où c'est justement cette absence de normes qui fait qu'elle nous obsède complètement. Et elle obsède particulièrement les toutes jeunes générations qui se demandent finalement si elles sont bien, si elles sont comme il faut, si elles vont être bien accueillies ou autre. S'il y avait des normes impératives, on se dirait, bon, c'est clair, on s'habille comme ça, on se coiffe comme ça, etc. Bon. Mais là, tout est possible. Et surtout sur les réseaux sociaux, tout est d'une certaine manière possible. Tout dépend du réseau social sur lequel on est inscrit, évidemment. Parce que il y a des réseaux, chaque réseau social va finalement développer ses propres tyrannies de l'apparence et autres. Mais il y en a d'autres, au contraire, où avoir le crâne rasé, des tatouages sur le crâne, etc., c'est absolument tendance. Et c'est là, ça va vous donner un beau statut à l'intérieur de votre réseau social. Donc, l'adolescence, à ce moment-là, justement, c'est un moment où on se cherche douloureusement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment je dois m'habiller, comment je dois me peigner, est-ce que je dois me maquiller ou pas, est-ce que je dois... Quel genre de robe ou de jupe dois-je porter, etc. Les garçons vont s'interroger à perte de vue sur leur virilité, entre guillemets. Voilà, parce que justement, il n'y a plus aucune norme. Il y a 1000 manières d'être une femme, il y a 1000 manières d'être un homme. Tout va dépendre des publics auxquels on est confronté dans sa vie quotidienne. Évidemment, la famille, c'est quand même le premier public, et puis le groupe de pairs à l'intérieur de la classe, évidemment. Mais même à l'intérieur de la classe, il peut y avoir des différences majeures. On n'a plus de valeurs consensuelles, on n'a plus de grands récits, comme on dit parfois, qui nous permettraient d'orienter nos existences. Nous sommes en permanence renvoyés à nous-mêmes en tant qu'individus, au sens sociologique du terme, qui renvoie donc à des sociétés individualistes, hein. C'est-à-dire que nous sommes les acteurs de notre liberté. C'est nous qui décidons à chaque moment ce qu'on va faire de nos vies. Voilà, comme je dis parfois, si j'ai envie tout à l'heure d'aller prendre un avion pour aller à Canberra ou à Sydney en Australie, personne ne va m'en empêcher. Sauf mon sens des responsabilités, le fait que je vais bouleverser mes proches, etc. Mais ma liberté, elle est absolument totale. Alors qu'il y a quelques décennies, on était plutôt, pas dans des ornières, on était quand même dans des cultures de classe qui ont commencé à s'effondrer dans les années 90, en gros. Mais progressivement, à partir de ces années 90, on devient de plus en plus des individus, c'est-à-dire des hommes ou des femmes, voire des personnes trans, qui choisissent elles-mêmes leurs valeurs, leur mode de vie, etc. Évidemment, avec des conditions sociales, matérielles, qui vont être extrêmement différentes. Mais voilà notre désarroi aujourd'hui. Là, nous sommes confrontés à une liberté très difficile à assumer.
Il y a une peur de la liberté qui a déjà été pointée par un certain nombre de chercheurs, il y a des années, même Eric Fromm aux États-Unis dans les années 50, la peur de la liberté. On est donc dans des formes de pathologie de la liberté, et on veut que quelqu'un nous dise, enfin un certain nombre de jeunes, pas tous, mais un certain nombre veulent qu'on leur dise quoi faire. Et le grand succès des réseaux sociaux, c'est justement de s'interroger mutuellement. Comment est-ce que je dois faire? Comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je dois penser de tel groupe de musique, etc. Puis après, il y a des débats, mais il y a aussi des exclusions, des invectives. Enfin, il y a tout ça qui est... On n'est plus seulement dans la conversation, on est vraiment très souvent dans des polémiques. Il n'y aurait pas de polémique s'il y avait un consensus. S'il y avait des normes, justement, on suivrait les normes, mais de mon point de vue de sociologue, il n'y a plus de normes. Et c'est pour ça qu'elles nous obsèdent encore plus. Comment dois-je me comporter? Il y a une multitude de normes aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Internet en ajoute d'autres. On ne sait plus sur quel pied danser, on pourrait le dire comme ça. Donc c'est évidemment pire quand on a 15 ou 16 ans, mais quel que soit son âge, de toute façon, à beaucoup de moments, on est dans l'indécision, on se demande quoi faire même de sa vie à un moment donné. Voilà. Donc on est plutôt face à une pluralité de normes, de valeurs également, qui font que, alors évidemment d'une classe sociale à une autre, d'une origine migrante à une autre également, d'une classe d'âge à une autre, si on est un homme ou si on est une femme, si on est breton ou bourguignon ou du sud de la France, évidemment, on sera dans une ambiance différente. Mais c'est pas c'est pas une naturalisation du rapport au monde, parce que ce qui est fondamental, c'est pas la culture où on grandit, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Ce ne sont pas les influences qui pèsent sur nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces influences dans nos vies personnelles. C'est ce qui fait qu'on peut être tellement différent de ses frères et de ses sœurs, tellement différent de ses parents aujourd'hui ou de ses grands-parents, alors qu'on a grandi dans le même bain social, culturel, etc. Mais on prend chacun des directions qui peuvent être complètement différentes. C'est ça qui caractérise une société d'individus. Si on remonte à 50-60 ans auparavant, non, on sera davantage un peu sur des rails. Il y a plein de gens qui échappaient aux rails, évidemment, mais globalement, disons, la plupart des gens étaient sur des rails et puis adoptaient des valeurs qui étaient toutes proches de celles de leurs parents. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, évidemment. On décide par soi-même, on est autonome. Dans la manière dont une communauté les met plus ou moins en œuvre intuitivement, il y aura, d'ailleurs quand j'évoquais le fait que des personnes considérées comme belles, entre guillemets, auront beaucoup plus de chances d'obtenir un boulot que des personnes étiquetées comme laides, entre guillemets, on voit que la dimension politique est toujours présente, la dimension sociale est toujours présente. En même temps, elle n'est pas absolue, évidemment, parce qu'il y a des tas d'hommes ou de femmes qui vont échapper à ça. Trop de beauté peut nuire également, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec certains acteurs américains véritablement tête à claque, ou des actrices qui sont complètement insipides, mais qui paraissent d'une beauté époustouflante, mais qui n'ont... Il n'y a pas d'âme, entre guillemets, si je peux me permettre une métaphore un peu dualiste. Donc il y a plein de gens qui vont passer en travers, et puis des gens dont le physique est plus anodin, ou même pas très beau, et qui vont malgré tout d'ailleurs développer des formes de séduction, parce qu'il y a aussi une certaine séduction dans la laideur. Et puis quelque chose qui peut faire peur dans la beauté. Hein. La beauté, on a l'impression qu'on en a vite fait le tour d'ailleurs, alors que la laideur, justement, c'est beaucoup plus complexe. Il y a quelque chose de plus énigmatique dans la laideur supposée, entre guillemets. Il faudrait toujours mettre des guillemets entre ces deux termes, mais dans la laideur de l'autre, il y a quelque chose qui nous surprend, et beaucoup d'ailleurs de comédiens, de chanteurs, etc. ont fait une carrière formidable en n'étant pas du tout des beautés... voilà. Mais dans leur visage, il y avait beaucoup plus d'ambiguïté, beaucoup plus de relief, beaucoup plus d'humanité finalement que dans le visage d'un acteur merveilleusement beau et d'ailleurs qui va vieillir sans doute beaucoup plus vite que les autres, alors qu'on a vu un certain nombre aussi d'acteurs qui ont très bien vieilli et dont le visage auparavant perçu comme un peu second rôle et plutôt associé au rôle des méchants glisse peu à peu vers des rôles d'hommes sages, réputés et même à la limite d'hommes très séduisants dans la dernière partie de leur vie. Donc voilà, on n'est pas tout à fait prisonnier de ça, mais il y a toujours une dimension, dans l'instant, il y a une dimension quand même politique, sociale, historique, genrée, etc., qui va jouer. Et je crois que là, on n'y échappe malheureusement pas. Enfin, le sociologue peut y échapper en faisant l'analyse de tout ça, mais dans la vie quotidienne, beaucoup de gens sont prisonniers de ces représentations morales.
Bien entendu, il y a toujours des catégories sociales d'appréciation, de perception, mais qui sont subjectivées en quelque sorte, hein, qui deviennent, que l'individu s'est approprié au regard de son histoire de vie, et qui fait que des personnes qui partagent les mêmes conditions sociales, le même âge, qui sont des hommes ou des femmes, vont avoir peut-être des points de vue quand même un peu différents, hein. On n'est pas interchangeables, on n'est pas des répliques les uns les autres. La beauté relève du regard, on est plutôt dans l'hégémonie de la vue. Et également, on est dans un regard, c'est-à-dire une perception, une sélection du monde à travers une sélection de la complexité du monde à travers un certain nombre de valeurs. C'est difficile de répondre à cette question. Je crois que de toute façon, je serai insuffisant en le faisant, mais je vois pas quand même vraiment des critères absolus de beauté, des critères transhistoriques, transsociaux, transculturels. Vous avez évoqué la symétrie, c'est vrai que c'est une bonne remarque, mais en même temps, la symétrie est plus difficile à mettre en œuvre, par exemple, dans des sociétés de la jungle ou ailleurs, donc je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment dans l'universel. C'est plutôt des catégories qui sont propres d'ailleurs à nos sociétés, puis même plutôt depuis la Renaissance sans doute. Alors, je sais pas, moi j'aurais tendance à penser que la beauté, quand elle est catégorisée dans une société, peut-être des sociétés qui sont un peu indifférents à ces critères-là, parce que les gens sont, simplement ils existent, et puis on n'a pas forcément nécessité de leur projeter des catégories de séduction dessus. Il n'y a aucune objectivité, il n'y a aucune nature de la beauté ou de la laideur. Tout dépend du point de vue qu'on adopte sur le monde, tout dépend des valeurs qu'on va projeter sur le monde. Et puis en même temps, ça m'évoque une autre anecdote, c'était les situationnistes qui s'étaient amusés dans les années 60 à prendre les plus beaux yeux du monde, les plus belles lèvres du monde, le plus beau nez du monde, etc., en faisant une sorte de portrait robot de la femme qui serait forcément la plus belle femme du monde. Et ça aboutissait évidemment à une sorte de personne monstrueuse. Je crois que c'est la meilleure leçon qu'on puisse tenir à cet égard, c'est que non, il n'y a aucune norme de la beauté, et c'est complètement une question de point de vue, une question de regard, et tout très subjectif la plupart du temps, comme on l'a fait. Bah ça, c'est vraiment le vocabulaire de l'industrie cosmétique, de l'industrie aussi de la chirurgie ou de la dermatologie esthétique. Quand on veut essayer de convaincre les gens, les futurs patients, qu'ils ne sont pas beaux, que leur vieillissement les enlaidit, ils ne sont pas dans les bonnes formes des seins, des fesses, des cuisses, où ils ont un petit embonpoint, alors qu'on pourrait facilement aspirer la graisse et sculpter, la liposculpture. On peut remettre la graisse, hein, pour remodeler le corps, etc. Donc là, cette idée de capital, évidemment, on renvoie tout à fait à l'économique d'ailleurs, et au fait que c'est un avantage social de refléter un certain nombre de signes, un certain nombre de traits qui sont prétendus être valorisés dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui est discutable, parce que ce sera sans doute valorisé par certaines catégories sociales, mais pas par d'autres. Et puis même, de toute façon, les mêmes catégories sociales vont être divisées en classes d'âge, en générations différentes, et n'auront pas forcément la même appréciation. Il y a les différences spatiales, de gens qui vivent dans le monde rural, le monde des très grandes villes comme Paris ou Lyon ou Strasbourg, et puis des villes plus modestes, etc. À chaque fois, cette idée de capital beauté, à mon avis, va varier. Et puis si vous baladez en Italie ou aux États-Unis ou au Brésil ou ailleurs, ça n'aura pas forcément la même valeur que si vous restez en France. Donc tout ça, c'est éminemment contestable. Mais là, évidemment, on est dans un registre de l'économique, et puis dans un registre de persuasion. L'objectif, c'est de persuader les gens, les hommes, les femmes, qu'ils ne sont pas bien comme ils sont. Il y a cette nécessité, enfin que j'ai souvent analysé d'ailleurs dans mes livres, dans le monde d'aujourd'hui, on est sommé de changer son corps. Si vous ne changez pas votre corps, vous devenez quelqu'un d'un peu ringard, d'un peu contestable. Il faut changer son corps en faisant du culturisme, des footings ou autres, en faisant de la marche ou du vélo ou autre. Il faut régulièrement aller visiter le médecin pour savoir si on est dans les formes. Bon, il y a d'innombrables formes de transformation du corps dans le monde d'aujourd'hui. Les régimes alimentaires qui sont très genrés là du coup, parce que ça devient difficile de déjeuner avec des collègues par exemple
exemple, femmes, parce que si vous êtes au resto, parce qu'elles vont se priver de dessert, ou elles vous disent carrément, ah, j'aimerais tellement prendre le même dessert que toi, mais je peux pas, parce que c'est sûr, je vais prendre des grammes, etc. Bon. Là, vous voyez la différence, une inégalité sociale et morale considérable, c'est que finalement, nous autres hommes, on n'est pas jugés sur notre apparence, sur notre corpulence. Beaucoup de femmes, même avec beaucoup de culture, hein, ont intériorisé l'idée qu'elles doivent rester minces pour rester séduisantes, parce que sinon elles vont perdre une part de leur valeur sociale, de leur capital, comme là vous évoquez dans cette formule, que je trouve extrêmement choquante pour ma part, parce qu'on n'est pas des portefeuilles ambulants. C'est un peu l'un des reproches que je ferais aussi à la sociologie bourdieusienne, de voir tout comme capital. Vous lisez Proust, c'est un capital. Vous lisez pas Proust parce que vous adorez Proust, mais parce que c'est un capital qui permet de vous classer comme étant relevant des catégories un peu supérieures et autres. Non, il faut que dire pour terminer? Il faut évidemment se sentir au mieux dans sa peau, dans sa vie, dans sa relation avec les autres. Il faut essayer de ne jamais se laisser intimider justement par le marketing aujourd'hui, qui est d'une violence absolument incroyable, qui est d'une très grande puissance, parce qu'il va, à travers les innombrables influenceurs ou influenceuses aussi aujourd'hui, qui sont souvent des filles ou des garçons du même âge que les gens qui les suivent, on est traqué partout pour changer son corps, faire des régimes ou faire des activités qui vont nous donner un corps de rêve, entre guillemets, avec ce fantasme que quand on aura ce corps de rêve, le bonheur va nous tomber dessus, ce qui évidemment n'a aucun sens. Hein. On peut être aussi la plus belle fille du monde et être extrêmement malheureuse pour des tas de raisons, et être une fille jugée comme lade et être vraiment très très heureuse dans sa vie pour d'autres raisons qui sont liées à nos histoires de vie, à la qualité de notre entourage, des lieux où l'on vit, des goûts qu'on a dans sa vie personnelle, pour la lecture, le cinéma, le jardinage, la marche, le voyage ou autre. Faut pas être prisonnier de ces catégories morales qui sont d'abord aujourd'hui des catégories commerciales avant toute chose.